Bonjour Steve, Salut Antoine. tu as une de nos plus grosses chaînes françaises sur le thème de l'hypersensibilité. Comment est-ce que t'en es venu à ça? D'où est-ce qu'un jour on se réveille et on se dit je vais créer une chaîne sur l'hypersensibilité aujourd'hui? C'est quoi la démarche derrière? Ah ouais, c'est pas venu tout de suite, effectivement, ça a été un long cheminement. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon développement. On s'est vu à Cannes il y a quelques jours, on s'est fait un resto ensemble, on a eu le temps de discuter de ça. Moi, j'ai opéré une grosse reconversion professionnelle, j'étais un stit avant. Et après, j'ai créé une boîte dans l'événementiel. Et avec le Covid, bah, voilà, c'était assez compliqué de continuer ce projet-là d'événementiel. Et du coup, ça a créé pas mal de bouleversements dans mon corps et ça a réveillé une maladie chronique. Et bien que j'ai une bonne hygiène de vie, tu vois, je mange bien, je fais du sport, je dors bien, il y avait malgré tout quelque chose sur lequel je portais pas suffisamment attention, c'était la gestion de mes émotions. Et en commençant vraiment à creuser sur ce sujet-là, je suis tombé sur le sujet de l'hypersensibilité. Et donc, bah, voilà, j'ai tiré le fil un petit peu, j'ai commencé à partager des vidéos sur YouTube, et j'ai l'impression que plus je me renseignais sur cette thématique qu'était l'hypersensibilité, plus j'avais l'impression de me découvrir. Donc, bah, finalement, cette chaîne, c'est quoi? C'est le partage de mon expérience personnelle, où je me découvre à travers plusieurs problématiques, je partage les Je comprends, solutions, ouais. tout ce que j'expérimente, et donc, c'est ce qui a donné naissance à Est-ce, cette chaîne. est-ce que ça veut dire qu'on peut se découvrir hypersensible? En fait, on peut vivre une vie sans le savoir et tout d'un coup on a une espèce de révélation qui est de je suis hypersensible et ça explique pas mal de choses dans ma vie? Bah, je pense parce que tu sais, moi, j'avais déjà entendu cette terminologie hypersensible, mais je refusais tu sais, de me cacher derrière cette étiquette, parce que je trouve que c'est un danger et c'est assez réducteur de se cacher derrière une étiquette, tout comme haut potentiel ou haut potentiel émotionnel, etc. Mais force est de constater quand même que, à force de me renseigner sur le sujet, évidemment, je trouvais que les cases, je cochais toutes les cases là-dessus. Néanmoins, lorsque je me présente, c'est pas le mot hypersensible qui vient en premier. C'est juste un trait de ma personnalité, mais Ok. voilà, ça englobe pas le tout. Je suis bien plus que ça. Est-ce qu'il peut y avoir, il y a forcément des effets des deux tendances et de mode, et puis aussi une tendance assez victimaire en France. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de tendance à se penser hypersensible pour faire passer derrière un peu tout ce qu'on veut? Par exemple, cette soirée ne me plaît pas parce que je suis hypersensible, ou je me permets d'être comme ça avec toi parce que je suis hypersensible. Oui, bah tu sais, je le retrouve beaucoup dans les commentaires vidéo sur YouTube, où j'observe une certaine complaisance dans cette victimisation, ce qui finalement euh, permet aux personnes de se déresponsabiliser de leur mal-être. Et, euh, et je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes se cachent derrière cette terminologie-là, mais on est bien plus grand que ça, et en fait, être hypersensible, c'est pas une fatalité. On en a parlé tous les deux l'autre jour, c'est une véritable Ouais, ouais, force. ouais. On peut vraiment faire un véritable levier pour s'émanciper de justement ce qui bloque chez nous. Après, c'est à nous de savoir travailler, de prendre le temps, d'avoir la patience et d'avoir l'honnêteté de se regarder en face et puis de voir vraiment ce qu'il faut travailler en profondeur. C'est quoi les vrais signaux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un quiz à faire? Est-ce qu'il faut aller chez un psychologue? C'est quoi les vrais signaux qui permettent de dire je suis hypersensible et il y a un tampon, c'est validé quelque part? Ouais, bah déjà c'est une hyper réactivité, tu sais, à tous les stimuli dans ton environnement. Les bruits, quand tu es en terrasse, que tu entends une moto passer, tu sais, t'as un peu l'oreille qui saigne. Une grande On était réactivité ensemble à une aussi. terrasse, on était ensemble à une Ouais, terrasse, une moto est passée, j'ai vu tout t'as ton vu la corps réaction. se crisper, ou même il y avait un objet en fer sur la table, et ça y est tombé, et ça a créé quelque chose une grosse réaction. Donc une hypersensibilité au stimulus externe, Au stimuli externe. stimulus, une grande réactivité, tu sais, aux températures aussi, passer du chaud à du froid. Le besoin aussi de se retrouver tout seul. Tu sais, quand tu es trop dans la foule, quand tu vois trop de passages autour de toi, qu'il y a trop de mouvements, c'est rapidement insupportable. Donc il y a souvent ce besoin de se retrouver dans un espace tranquille, seul, dans un environnement dénué de surstimulation, où tu vas pouvoir te retrouver et un peu recoller les pièces du puzzle. Après, effectivement, il y a plein d'autres caractéristiques qui peuvent venir justifier cette hypersensibilité. Ça se retrouve aussi dans une certaine fatigabilité. On est rapidement fatigable sur le plan nerveux, et ça on en avait parlé aussi. On a un système nerveux qui est Ouais, beaucoup ouais. plus vulnérable. Le rôle du système nerveux,
un des rôles du système nerveux, c'est d'inhiber les informations dans l'environnement qui ne sont pas utiles. Il y a plein d'informations qu'on capte de manière consciente et inconsciente dans notre environnement. Et notre système nerveux, notamment chez celui des hypersensibles, c'est une véritable passoire qui laisse entrer trop d'informations, ce qui crée une submersion sensorielle. Et de fait, c'est pour ça que très souvent, il peut y avoir une sorte de pétage de plomb où ça déborde complètement et on n'arrive plus vraiment à gérer nos émotions. C'est ce qu'on appelle voilà, ce débordement émotionnel. Donc c'est comme si on avait mettons qu'on soit un sous-marin, on a un radar qui est beaucoup trop fort, ou un perchiste sur une prise de son d'un tournage, on a le son qui est trop fort, à la moindre source de bruit, de température, il y a pas que le son, il y a tout, ça peut être aussi hypersensible au toucher aussi, dès que c'est un peu trop fort, ça nous fait réagir, on est hyper stimulé. Exactement. Il y a une phrase qui me vient, qui disait, si si dans une soirée, une personne a besoin de rentrer beaucoup plus tôt que les autres, c'est probablement qu'elle doit faire un effort plus grand que les autres dans cette soirée pour supporter la soirée. J'imagine qu'un hypersensible est peut-être aussi le genre de personne qui prend sur lui dans cette soirée et qui au bout d'un moment veut juste rentrer pour que tout ça s'arrête. Ah oui, c'est clair. Et je le vis souvent. Et le pire dans tout ça, c'est que tu dois annoncer aux autres que tu dois rentrer plus tôt et tu dois te justifier et puis essayer de contre-argumenter parce qu'il faut anticiper les arguments des autres qui veulent pas devoir partir. En effet, c'est sur le plan social, ça peut être un petit peu délicat par moment, mais c'est essentiel de s'écouter et d'écouter ses limites parce que quand tu regardes les conséquences sur du long terme, si tu t'écoutes pas et que tu vas trop loin dans cette soirée, tu sais que tu vas le payer toute la semaine. Donc mieux vaut passer un petit moment délicat à expliquer pourquoi tu dois rentrer plus tôt afin de préserver les jours suivants, quoi. C'est vraiment Ça important. veut dire que la fatigue peut rester après ça, cette fatigue sociale peut rester sur la semaine où tu peux mettre du temps à t'en remettre. Oui, tu peux mettre du temps à t'en remettre, notamment sur le plan de l'énergie, mais en plus, si en plus tu sens que les autres ont été contrariés de ton départ, tu es toujours en train de te Hmm. demander si tu as fait les choses de manière juste, si tu as été suffisamment clair, poli, explicite avec les autres, s'il n'y a pas eu de quiproquo. Tu sais, il y a tous ces trucs-là qui tournent après dans la tête. Il y a toujours, tu sais, cette volonté de toujours bien faire et de ne pas vouloir écorcher les autres. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, cette recherche permanente d'harmonie et pour éviter toute dissension avec les autres. Hypersensibilité au son, au toucher, en émotion aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que deux hypersensibles se ressemblent ou est-ce que si je mettais dans une salle 100 hypersensibles, ils seraient 100 à être très différents? Oui, il y a plusieurs types d'hypersensibilité et t'en as qui vont réagir à différents types de stimuli. Moi, c'est plutôt l'ouïe, d'autres, ça va être peut-être plus le toucher, d'autres vont être plus agressés par les spots dans la salle, d'autres vont être beaucoup moins dans l'ouverture sociale, ils vont être peut-être plus renfermés, plus introvertis aussi. Il y a vraiment plusieurs types d'introversion et ça s'exprime évidemment de manière différente. Comment est-ce qu'on date un ou une hypersensible? Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est une bénédiction ou une plaie? Bonheur ou malheur de dater un ou une hypersensible? C'est une bonne question. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Elle a pas tant parlé à ma communauté, mais voilà, c'est bien que tu m'en parles. Voilà, le truc à ne pas faire, c'est dater une personne hypersensible dans un espace hyper bruyant, hyper stimulant avec la musique forte, genre voilà, terrasse de bistrot avec de la musique d'ambiance. Ça, c'est juste pas possible. Je pense que le mieux, c'est de vraiment choisir un environnement tranquille. Ça veut pas dire un environnement où il se passe rien, mais un environnement voilà où tu sais que ça va pas être surstimulant. Donc ça peut être un environnement en pleine nature, je sais pas, ça peut être Très un bien. endroit calme, mais même en ville, mais ça peut, voilà, ça, faut quand même vraiment porter attention vraiment à l'agressivité des stimuli dans l'environnement. Selon toi, un couple idéal, c'est deux hypersensibles ensemble ou alors un hypersensible et un hyposensible qui serait une force de tranquillité rassurante ou Euh, qu'importe. ouais, ce que tu appelles un rock, j'imagine. Oui, Ouais, j'irai pas jusqu'à hyposensible parce qu'une personne hypersensible a besoin tu sais, de partager ses sentiments et que ce soit réciproque. Moi, je pense qu'effectivement, une personne hypersensible et une personne normosensible, c'est une bonne combinaison,
parce que la personne hypersensible peut permettre à l'autre de s'ouvrir davantage, à être davantage expansive, et puis la personne non hypersensible va avoir peut-être ce côté rassurant, ce côté où on va pouvoir s'ancrer, se rassurer beaucoup plus facilement. Le souci, vraiment pour l'avoir vécu aussi personnellement, c'est que une personne hypersensible, elle a un profil mental très élevé, et parce que ça tourne énormément dans la tête. Et voilà, le côté négatif, c'est qu'on manque énormément d'ancrage. Donc tu mets deux personnes hypersensibles ensemble, le risque c'est que ça monte très vite dans les tours et que ça devienne vraiment, tu sais, une relation extrêmement éthérée où on va partir très loin dans la tête, mais on va être beaucoup moins ancré dans le corps et on va beaucoup moins se retrouver, tu vois, sur ce plan-là, sur le plan physique. J'ai des souvenirs de relations dans ma vie avec enfin, dans mon cas avec une hypersensible. Et, euh, et je vais citer une phrase que j'ai lue d'un psychiatre qui disait, si vous voulez voir, si vous voulez voir quelque chose d'affreux, allez sur un forum ou sur Facebook dans des groupes d'hypersensibles et vous verrez que les phrases qu'ils disent sont pires que celles d'un nazi. En gros, c'est Hitler passerait pour un chaton à côté de ces gens-là. Et j'explique pourquoi est-ce que ce psychiatre allemand disait ça à la base. C'est parce que, en plus, il était allemand, bref, pour la référence. Il disait que dans une forme dans quelque chose qui est assez normal, quand je suis petit, si jamais je souffre, pour que l'autre comprenne ma douleur, je vais le faire souffrir aussi. Ce qui est très enfantin. L'adulte ne Mhm. devrait pas faire ça. Mais on peut retrouver chez certains hypersensibles le fait que parfois on leur fait du mal sans même s'en rendre compte. Comme ils ont mal, ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont eu mal. Et il va y avoir une forme d'escalade dont tu parlais juste avant. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces escalades, même entre un hypersensible et une personne qui ne le serait pas? Bah c'est revenir à la communication non violente en fait, parce que c'est une certaine forme de violence ce que tu exprimes là, c'est une Oui, escalade de violence en fait. Tu m'as fait mal, bah, je vais te faire encore plus mal avec les moyens que j'ai. C'est vraiment exprimer les affects qu'on a ressentis, sans viser la personne elle-même, mais en visant son comportement. On est vraiment dans les bases dans la communication violente, dire vraiment ce que ça nous a fait, et puis ensuite exprimer quelles vont être les conséquences négatives si ce mécanisme-là continue et quelles vont être les conséquences positives si chacun décide de se remettre en question. Mais en tout cas, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le dialogue, c'est l'expression, c'est se parler. Et je pense que l'un des risques d'une personne hypersensible, c'est de ne pas se donner la permission d'exprimer ce qu'elle ressent, de peur de la réaction de l'autre. Mais le problème, c'est quand on garde les choses pour soi, on se met à ruminer, et comme on est des profils très mentaux, ça monte très vite là-haut, et puis on commence vraiment à dénaturer vraiment le noyau de l'histoire, ça donne et pas on envie de part sortir vraiment... avec une hypersensible quand même si. Ah bah Il y a ouais, ouais, d'autres ouais. phases positives, j'imagine, à l'hypersensible que ça. Bah bien sûr qu'il y a des phases positives. Les phases positives, bah justement, c'est que on est ouvert... excuse-moi, il y a du bruit. On est ouvert justement à tout ce monde sensoriel. On peut davantage exprimer ses sensations. Mais là où c'est le plus compliqué, c'est vraiment d'exprimer des choses qui nous ont blessés, qui nous ont touchés. Parce qu'on a toujours peur que ça s'envenime. Et c'est vraiment, tu sais, la confrontation qui est vraiment compliquée dans la relation. Oui. Et c'est pour ça que je te dis que le combo parfait, c'est d'être avec une personne non hypersensible lorsqu'on est hypersensible, parce que justement, on monte beaucoup moins dans les tours. Et il y a plus ce rôle de stabilisation, de régulation dans la conversation. Il y a quelque chose dans ce même ordre d'idée qui me surprend toujours, c'est de voir que les hypersensibles sont les cibles, les proies des pervers narcissiques, des gens toxiques. On pourrait se dire l'inverse a priori. On pourrait se dire, une personne qui est hypersensible serait plus facilement capable de repérer quelqu'un de toxique, quelqu'un de manipulateur, parce qu'il y a tout ce jeu interne. Et il s'avère que non, l'hypersensible est une proie de choix pour toxique, pervers narcissique, manipulateur. Comment est-ce que tu l'expliques? Ah, bah, moi je pense que, tu sais, il y a quand même des blessures qui sont assez récurrentes, et comme la blessure de l'abandon ou du rejet. Et on en avait parlé aussi il y a quelques jours, tu sais, t'es un peu comme le gibier dans la forêt. En fait, quand t'es vulnérable, eh bien, le prédateur, il va aller chercher la proie qui est vulnérable. Il va courir après, en fait. Et cette blessure, si elle continue d'être entretenue, bah, ça va te freiner aussi dans ton élan.
Et c'est une énergie que tu dégages en fait. C'est pas écrit sur ton front, mais ça se voit à travers ton physique aussi. A pris une forme. Il est dans une dimension, une expression de non-verbal qui vient, qui vient montrer des signes que voilà que t'as cette blessure en toi. Voilà, c'est en ça que tu deviens Donc, beaucoup tu, plus tu facile dégages repérable. l'énergie de quelqu'un qu'on peut, qui est plus sensible, qu'on peut manipuler et dont on peut profiter. C'est ça. C'est triste et ça doit faire des situations qui sont dramatiques. J'imagine, tu as ça parfois en coaching ou en appel, des gens qui te témoignent ce genre de situation. Oui, beaucoup de harcèlement sur le lieu de travail, au niveau social, aussi au niveau relationnel, et puis difficulté à prendre sa place aussi dans le foyer familial. Ça revient très souvent. Parce que quoi? Parce qu'on n'ose pas dire, c'est ça? Parce que on n'arrive pas à s'émanciper de ses blessures et on ne fait que répéter un schéma. On ne fait que répéter un schéma et finalement, bah, tu sais, quand tu es la victime, bah, tu ne fais qu'attirer tes bourreaux autour de toi. Toi. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on connaît l'origine de l'hypersensibilité? Est-ce que c'est inné ou acquis, ou peut-être les deux? Est-ce que c'est transgénérationnel aussi? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as trois enfants et tu en as un qui est hypersensible et les autres ne le sont pas, par exemple? Alors oui, Est-ce que tu as des effectivement, frères et sœurs? oui, j'ai une sœur. J'ai une sœur. Tu vois, elle s'exprime pas autant que moi, mais je le pense qu'elle est très sensible quand même. Euh, euh, Tu vois, c'est Hélène Aron qui a posé le concept de l'hypersensibilité dans la fin des années 90. Et elle dit que une trentaine de pourcents, si je me trompe pas, entre 20 et 30% de la population serait hypersensible. Et donc, il y a des facteurs génétiques. Il y a des facteurs génétiques, comme je te l'ai dit, une vulnérabilité du système nerveux qui vient expliquer cette hypersensibilité. Mais à ça, il faut combiner aussi des facteurs environnementaux. Euh, Tu sais, dans les premiers mois de l'existence, ces facteurs environnementaux, ce qui est donc de l'ordre de l'acquis, tout ça va donner lieu à un comportement combiné à tes prédispositions innées, qui vont donner justement davantage forme à cette hypersensibilité. D'accord. Donc c'est vraiment une interaction entre ton patrimoine génétique et puis les facteurs environnementaux. Exemple, j'ai un système nerveux qui est assez fragile et je nais dans une famille où les parents on peut dire, peuvent être d'une certaine manière maltraitants, ça va venir exacerber cette hypersensibilité. A contrario, j'ai des parents sécurisants avec un système nerveux un peu fragile, je vais être quelqu'un de sensible, mais je ne vais pas pâtir de cette hypersensibilité. Je vais réussir à me créer une base de sécurité intérieure qui va me permettre d'évoluer correctement dans la vie. Donc tu as dit parents maltraitants. Est-ce qu'un très souvent dans les définitions psychologiques, on voit que c'est soit maltraitant, soit absent, soit même trop gentil. Est-ce que dans maltraitant, je comprends, qui crée cet déséquilibre. Est-ce que absent et trop gentil rentrerait aussi dedans ou pas? Absent évidemment, évidemment, parce que tu ressens cette blessure d'abandon, mais trop gentil, quand tu dis trop gentil, c'est trop Trop laxiste. présent, alors c'est trop présent, à tout accepter, etc. Ah oui, effectivement, là, ça peut être étouffant. J'ai jamais eu ce cas de figure en coaching, mais j'imagine qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui vient exacerber cette hypersensibilité si l'enfant n'a pas cette liberté de se ressentir et de retrouver cette sécurité intérieure. Effectivement, ça peut être quelque chose qui vient entraver l'équilibre. Donc on pourrait imaginer un père, prenons un cliché, un père qui travaille beaucoup, qui est souvent absent. L'enfant n'a pas exactement la sécurité nécessaire à la maison, il a par exemple que le rôle de la mère ou une mère qui compense, et il va déployer sa sensibilité pour venir comprendre le visage du père, par exemple. Le peu de temps où le père sera là, il va essayer de choper son attention et de comprendre ses émotions et développer une forme d'hypersensibilité, comme on pourrait augmenter un micro sur une prise de son dans un tournage de film. Mon père n'est pas très présent et ne me montre pas grand-chose, je développe cette hypersensibilité pour mieux le comprendre. C'est un scénario possible? Et c'est ça, et c'est aussi pour être plus visible aussi également, j'imagine, pour se manifester davantage aux yeux de ses parents. On va développer des caractères plus sensibles, peut-être plus aigus de notre personnalité, afin d'être mieux perçu, davantage perçu vis-à-vis de ses parents. Ça veut dire qu'en se victimisant en tant qu'enfant, ou en développant ceci, je souffre plus, donc mes parents me regarderont plus? Je pense pas Inconsciemment? qu'on se. Non. Ouais,
je pense pas qu'on soit vraiment, tu sais, dans ce processus de victimisation, mais c'est peut-être aiguiser des traits de sa personnalité pour davantage percer l'attention de ses parents. Ah, c'est possible. Ouais, mais c'est très pertinent aussi ce que tu dis de développer davantage son radar, son intuition, tous ses ressentis pour mieux percevoir ce qui est tant difficile à percevoir chez des parents qui manifestent pas grand-chose. Effectivement, là, on va développer davantage de capacités d'écoute, d'empathie, d'attention pour mieux percevoir le parent à côté de soi, pour mieux le ressentir, puisque visiblement, il n'est pas toujours suffisamment présent. Tu disais, tu parlais tout à l'heure des soirées, tu disais partir plus tôt des soirées, être dans des environnements plus calmes. Donc on sent bien qu'il y a tout un processus. Pas... Alors, est-ce qu'on parle de guérir ou d'atténuer l'hypersensibilité? Est-ce que si un magicien arrivait ou un gourou arrivait et disait je sors un livre pour guérir l'hypersensibilité, est-ce que ce serait possible? Est-ce que, alors, sans dire que c'est une maladie, mais est-ce qu'on peut supprimer cette hypersensibilité? Est-ce qu'on peut juste la réduire? Est-ce qu'on peut s'y accoutumer? Est-ce qu'on doit vivre avec? Docteur, Euh, quel est ouais, le diagnostic? mais c'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Comment guérir de son hypersensibilité? Mais c'est pas une maladie en fait, c'est simplement c'est une manière d'être au monde. Et pourquoi en fait il faudrait se changer pour être plus adapté au monde? C'est peut-être juste une question d'adaptation en fait. Et moi j'ai tendance à dire qu'on vit dans un monde hyposensible, hyper bruyant, où il y a de plus en plus de distanciation sociale. Et on a eu un petit débat là-dessus la semaine dernière, tous les deux. Et, euh, et je pense que non, il ne faut pas corriger cette hypersensibilité. Il faut simplement davantage prendre soin de tes besoins, de prendre soin, enfin, de prendre conscience de tes limites, et puis de créer toute ta vie autour de ça, en fait. Toute ta vie autour de cet équilibre. Mais essayer Donc de on se reste à changer. vie, quoi. On reste à vie. C'est-à-dire que t'es Mais oui, mais c'est hypersensible, pas tu une seras toute ta tare. vie de la même manière. Ça ne changera pas après. Bah, pour moi, c'est pas une tare. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Tu sais, quand tu es fatigué sur le plan nerveux, vraiment, quand tu es fatigué de ton travail ou fatigué parce que tu es jeune parent, effectivement, tu vas être beaucoup plus réactif à tous les stimuli. Donc là, tu es encore plus à fleur de peau. Mais tu vas te rendre compte que si régulièrement, tu fais de la méditation, tu fais de la respiration de pleine conscience, tu fais de la cohérence cardiaque, tu prends soin de tes besoins, tu dors bien, tu manges bien, bah, tu vas être beaucoup plus équilibré et tu vas avoir un comportement beaucoup moins réactif aux stimuli. Tu vas beaucoup plus pouvoir t'adapter à tous les aléas de ton environnement. Je disais il y a quelques temps de ça que le stress était cumulatif. Par exemple, comme tu dis, tu dors mal, tu te nourris mal. Prenons un Oui. cas concret sur 24 heures. Tu vas manger au McDo. Mm. Tu dors que quelques heures au lieu de faire ta nuit complète. Tu bois 3, 4, 5, 6 cafés le matin. Tu bois du Coca-Cola. Tu fais un peu de crise de couple avec ton copain, ta copine. Tu arrives dans un état de stress qui doit mettre en exergue ton hypersensibilité. Bah carrément, carrément. T'as une mauvaise digestion, tes rythmes de sommeil sont pas respectés. Enfin, ton système nerveux, il prend tellement cher qu'il supporte plus rien. La moindre étincelle, enfin, c'est une explosion en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que Euh, c'est une hérésie de vivre à Paris quand on est hypersensible, par exemple? pour moi, oui. Enfin, oui, 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 oui. Paris ou Qui tout habite où? environnement. Qui habite où? Ben, en ce moment, j'ai revendu mon appartement et ça fait un an et demi que je suis digital nomade, mais je cherche à me poser dans un coin tranquille à la campagne. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc tu Et recommanderais à tous les Parisiens hypersensibles de fuir cette ville et d'aller habiter quelque part où c'est beaucoup plus tranquille. bah, j'espère que cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux Parisiens, mais oui, en tout cas, je dirais aux personnes qui vivent dans les grandes agglomérations de vraiment prendre soin des environnements dans lesquels ils s'exposent, en fait. Parce que Hmm. ça a vraiment des énormes répercussions sur l'équilibre personnel. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous vivez en ville et puis vous avez votre travail et vous n'avez pas le choix, prenez vraiment soin d'avoir des rituels pour réguler votre système nerveux en faisant du yoga, en respirant, en mangeant bien, en prenant soin de vos cycles de sommeil pour vraiment compenser ce qui tire vraiment sur la corde. J'ai fait ce parcours, je me suis mis en province, dans un endroit qui est beaucoup plus calme, dans la nature, ça change. Alors moi, je pense pas être hypersensible, je suis sensible, peut-être comme tout le monde au passage, hein, mais je vois que mon niveau de stress diminue et en effet, je retrouve du calme. La nature, dans tous les cas,
La nature, dans toutes les études du monde, s'il y a bien un truc qui est marqué, c'est va dans la nature. Il y a certaines choses euh, dans la médecine qui sont indéniables. La nature va forcément t'aider. C'est comme le sucre. Réduis le sucre, dors plus. Il n'y a pas une étude qui te dira mange plus de sucre, dors moins Ouais. et reste en ville. Et je réalise là que j'ai fait une erreur pendant longtemps. J'avais l'impression que Paris créait des hypersensibles, là où en réalité, enfin Paris, où prend le top 5 des grandes villes françaises. Peut-être que les grandes villes se contentent d'accentuer en fait les symptômes de l'hypersensibilité. On a l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'un paysan dans son camion à la ferme, qu'aucun paysan ne serait hypersensible. C'est Bah, je faux? pense qu'il est juste bien dans son environnement en fait. Il est pas perturbé par tous les inconvénients de la ville. Il est tranquille dans sa nature. Il fait ce qu'il a à faire. Et je pense qu'il n'y a pas autant de. Il est pas arrêté dans ce qu'il fait tout le temps. Mais moi, c'est le truc qui me vient toujours en ville. T'es tout le temps arrêté. T'as toujours une sonnerie. T'as toujours un mec qui fait des travaux. T'es toujours Ouais, sollicité. mais toi, c'est le son, toi, Ouais, qui te trigger. moi c'est terrible. C'est terrible. C'est le fait d'être en fait tout le temps sursollicité. Et quand je retourne à la campagne, je retrouve en fait cette paix, vraiment cette tranquillité d'esprit qui t'empêche plus de faire ce que tu as à faire en fait. Je pense que le paysan, tout comme quelqu'un qui travaille en ville, a beaucoup de tâches à faire dans sa journée, mais il est pas tout le temps contrarié dans ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire et c'est tout. Ouais, oui, oui, bien sûr. Et puis il y a quelque chose d'assez inhumain à être dans une grande ville comme ça. Bah, Les chiffres d'hypersensibilité sont stables dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, ça a jamais bougé, c'est ça? Le ah, chiffre est sur 20 ans, 30 ans est le même? la population d'hypersensibles, Oui. je ne pourrais pas trop te dire. Moi, je pense que ça aurait tendance à augmenter justement parce que tu sais, il y a toujours le monde. On en a parlé aussi. On vit de plus en plus dans un techno-cocon qui fait qu'il y a de plus en plus de distanciation sociale. On en parlait aussi. On se rencontre à travers des applis. On commande à manger à travers des applis. On vote à travers des applis. On fait tout à travers des applis, mais il n'y a plus vraiment de proximité humaine. On n'est plus vraiment amené à vivre des contextes de vie vraiment simples, vraiment naturels. Et on vit dans un environnement qui est de plus en plus bétonné aussi. Et tout ça, ça nous éloigne de notre contexte naturel. Et donc, ça nous éloigne de nous-mêmes aussi. En nous éloignant des autres, en nous éloignant du vivant, on s'éloigne de nous-mêmes. Et pour moi, ça a tendance à exacerber justement les personnes qui ont déjà une fragilité innée au niveau du système nerveux. On a Ce qui commencé peut la provoquer. conférence il y a quelques jours à débattre sur la société qui devenait hyposensible. Et on a un petit Mhm. point, on n'avait pas fini ce débat-là, mais je te propose qu'on le reprenne si tu veux bien. D'accord. Euh, je te disais il y a quelques jours que je trouvais que le monde devenait sensible, hypersensible. Oh, je te donne un exemple. Quand j'étais petit, c'est ce dont je t'ai parlé la dernière fois, quand j'étais petit, ma nounou me prenait dans la deux chevaux, elle fumait des clopes, des gitanes sans filtre dedans, on était derrière, elle prenait les virages, tu vois comment c'est fait une deux chevaux, prenait les virages, on se Mhm. tapait la tête dans tous les sens, l'autoradio à fond, et ça allait très bien. Ça, c'était il y a 30, il y a 40 ans en l'occurrence. 40 ans, c'était comme ça. Fiesta dans tous les sens, les boîtes de nuit qui n'avaient aucun limiteur de décibels du tout. Aujourd'hui, va à Paris, écoute la nuit après 22 heures s'il y a du bruit, à part quelques terrasses un peu rebelles qui font encore un peu de bruit. On a fermé toutes les discothèques du coin, le bruit est interdit partout. Je trouve qu'on est devenu, pas aseptisé, mais en tout cas, on a fait tout pour que les gens euh, n'aient pas trop de bruit la nuit. Il y a plein de règles anti-harcèlement, anti-violence, etc. On a été vachement éduqués là-dedans. Je trouve qu'on est dans un monde où les hypersensibles devraient être plus heureux aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et tu me disais que pourtant, en réalité, tu t'observais l'inverse, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on peut pas nier qu'il y a eu un progrès sur la qualité de l'environnement. On fait davantage attention à la qualité de l'air, à la qualité de l'environnement sonore. Effectivement, on a tendance à moins polluer tout notre environnement. Mais d'un autre côté,
il y a une autre pollution qui arrive, c'est la pollution du numérique aussi. Il faut voir à quel point ça a pris de la place dans notre vie. Toute cette technologie, Ouais. on se réveille avec un portable, on interagit, nous deux, là, avec de la technologie. Les gens vont nous regarder grâce à la technologie. Ils vont acheter des programmes avec de la technologie. Enfin, tout est fait comme ça maintenant. Et je pense que ça me fait un petit peu Donc en peur dans fait, la c'est mesure peut-être même où... pire en réalité, c'est ça? C'est qu'en gros, on a, entre ma nounou et ses gitanes, 5 minutes par jour, et versus la pollution d'un téléphone. J'engage tout le monde à aller regarder le nombre d'heures qu'ils ont passé sur leur téléphone. C'est dans les Ouais, c'est statistiques. effrayant. C'est C'est effrayant. effrayant. Donc c'est Oui, peut-être le et numérique est encore devenu encore pire en réalité. Là où on pense avoir bah, un pire avancé, parce peut-être qu'on que a non reculé. visible en fait. Non visible, ça fait pas tant de bruit, c'est pas tant visible. On le remarque pas autant que toutes les pollutions qu'on pouvait voir avant. Et d'ailleurs, enfin même on va digresser un petit peu, mais le numérique, quand tu stockes des vidéos sur YouTube ou des formations, bah, on émet du CO2 parce qu'on sature les serveurs avec le stockage et Hmm. ça demande de l'énergie. Mais ça, on le voit pas. Et on a tendance à croire que l'électrique, c'est de l'énergie propre. Mais il n'y a pas d'énergie propre. Tout comme les nouvelles voitures électriques. Effectivement, sur des centres-villes, ça réduit la pollution, mais quand tu regardes tout le processus de fabrication d'une voiture électrique, c'est extrêmement polluant en termes de matériaux rares, et puis en termes de l'électricité que tu vas pomper, ça mobilise aussi de l'énergie, et l'énergie pollue. Donc c'est Est-ce, ça. En est-ce- ouais. Est-ce que tu as des recommandations? En fait, le numérique qui est une forme de drogue dure en réalité. grave. Tu peux te passer de cigarettes un jour ou deux, va te passer de ton téléphone un jour ou deux, on en discute. Peut-être que une des sources, une idée pour progresser là-dedans, est aussi de se faire des plages ou de réduire bêtement, ne serait-ce que peut-être de faire le test un jour, réduire et aller se balader sans son téléphone, comme dans le temps. Dans le temps, tu étais joignable que quand tu revenais de ta balade sur un téléphone fixe. Peut-être laisser ton Mm. téléphone de temps en temps, être au moins dessus, monitorer ça, c'est peut-être déjà un début de progression pour réduire son niveau d'anxiété et retrouver une forme de calme quand on est hypersensible. Carrément. Bah, tu vois, hier, je suis allé me promener, et j'étais parti, et au bout de 200 mètres, je me rends compte que j'avais pas mon téléphone. Hmm. Et je me suis dit, bah, je vais pas revenir chez moi, c'est justement l'occasion de faire une balade sans mon téléphone. Mais je me suis rendu compte que toutes les 5 minutes, j'avais la main qui cherchait le téléphone. Parce que je voulais voir les films qu'il y avait au cinéma, parce que je voulais voir s'il y avait un café d'ouvert. Et tout le temps, on se rend compte à quel point en fait on est hyper câblé. C'est une extension de notre corps en fait quasiment maintenant. Et c'est bien justement de faire des pauses et de s'imposer des moments de Calme, détox comme ça, même si c'est compliqué, mais au moins 1 heure par jour, on se permet de sortir totalement, sans ouais. son téléphone. Ouais, Et ouais, moi j'ai ouais, l'impression arriver à que je ça, suis ouais. à poil, hein. J'ai l'impression qu'il me manque quelque Il y a chose. une mise à jour, je suis sur iPhone, il y a une mise à jour iOS il y a un mois de ça. Et bref, je fais la mise à jour pensant que ce sera rapide. Le machin me demande, je sais pas pour quelle raison, me demande 1 heure de mise à jour. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et je dois prendre un train à Paris pour rentrer chez moi dans le sud. Je dois prendre un train. Donc je me retrouve dans la rue, mon téléphone qui tourne en rond, qui arrive pas, qui cherche. Il faut du Wi-Fi parce que la mise à jour est super lourde. J'arrive pas à en trouver. Je me rends compte que je suis dans Paris. Je suis incapable de dire où se trouve la gare la gare de Lyon. Incapable. Va demander aux gens. Bon, alors les gens gentiment me disent ça, c'est par là, par là. Je ne peux pas commander un taxi parce que c'est sur mon téléphone que je le fais. Je ne peux pas manger ou boire parce que c'est mon téléphone qui fait ma carte bleue. Je ne peux même pas appeler un ami pour m'en sortir. Je suis perdu, perdu dans la ville Ouais. sans mon téléphone. Incapable. Je reste sur place, immobile, immobile, coincé. Et ouais, bah oui, c'est le problème de tout centraliser dans un seul objet. Donc c'est une excellente piste ce numérique. Je dois filer, je dois rendre l'appartement où je suis là dans 1 minute. Est-ce que tu as un lien où on peut te retrouver, qu'on mettra sous cette vidéo, ou une formation à proposer, ou simplement peut-être un bonus à récupérer? Oui, bien sûr. Ben, je propose une formation, c'est la méthode des hypersensibles. Je l'offre gratuitement à ta communauté. C'est une méthode pour apprendre à gérer ses émotions et ça va justement répondre à toutes les problématiques qu'on a soulevées dans cette interview. Merci beaucoup Steve, c'était un plaisir de parler avec toi. Si jamais ça vous intéresse, à tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous voulez plus de détails, plus d'infos, mettez-moi un mot en dessous, posez vos questions, et puis on s'entend bien, je pense que ce sera l'occasion de refaire une vidéo à ce sujet. Merci Steve. Carrément, en présentiel cette fois-ci. En présentiel, sans numérique. Absolument. À bientôt. Salut à Merci tous, Antoine. bye.